passe à la... Non, ça c'était la 9e. Donc, je passe à la 8e personne, hein, qui est Wangari Maathai. Donc, voilà. La 8e personne qui m'inspire le plus sur ma liste, c'est Wangari Maathai. Au début, je vais être honnête, je la connaissais pas vraiment. Je savais juste que c'était une femme qui avait contribué, une femme engagée, qui avait contribué, qui était engagée, pardon, dans tout ce qui était agriculture, environnement, développement durable et tout. Mais je connaissais juste son image comme ça, mais je savais pas vraiment qu'est-ce qu'elle avait fait. Et c'est il y a 2 ans passés, je me suis vraiment un peu plus intéressée à elle, sa biographie, qu'est-ce qu'elle a fait, essayer de lire des livres sur elle et sur l'écologie. Et donc, je sais qu'elle est kenyane. Et j'avais vu un article d'elle aussi dans un livre Amina aussi. Donc, elle est kenyane. Elle a été, au début, elle était professeure, puis elle est devenue féministe, pacifiste et écologique. Et c'est la première femme africaine à avoir reçu un prix Nobel de la paix en 2004. Euh, pour sa contribution en faveur du développement durable, pardon, de la démocratie et de la paix. Donc, elle était biologiste et enseignante. Donc, voilà. Et voilà. Mais je vais en dire plus. Voilà, je vais continuer et je vais en dire plus. Alors, Wangari Maathai est née à Nyeri, au Kenya, en 1940, plus précisément le 1er avril 1940. Elle a été enseignante, biologiste, militante, féministe, pacifiste et écologiste. Donc, c'est la première femme africaine à avoir reçu le prix Nobel de la paix en 2004 pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix. Elle est à l'origine du plus grand projet de déboisement d'Afrique, de reboisonnement d'Afrique. Donc reboisonnement, c'est-à-dire rajouter des arbres, rajouter des plantations et des arbres, parce que il y avait comme une déforestation, et elle a voulu faire le contraire, elle a voulu reboiser les forêts. Voilà, désolée. Elle a promu la biodiversité à travers son mouvement La Ceinture Verte, Green Belt. Elle a œuvré aussi pour la valorisation du rôle des femmes et de leur image dans la société kenyane. Elle a aussi été la première femme kenyane à obtenir un doctorat. Donc, je reviens, elle a été la première femme kenyane, mais aussi la première femme d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale à obtenir un doctorat. Oui, ça m'a choqué, vraiment, c'est la première à être allée jusqu'au doctorat. Alors, elle est issue d'une famille Kikuyu. Le peuple Kikuyu est un peuple de fermiers au Kenya. Donc oui. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants et elle s'occupait souvent des tâches ménagères et aidait souvent sa maman. Bon, je vais revenir après sur son enfance. En fait, elle a été mariée aussi à Mwangi Maathai, un homme politicien. Ils ont divorcé en 1978 et ils ont eu ensemble 3 enfants, un garçon et une fille, Wawiru, Wanjira et Muta Maathai. Elle a aussi reçu elle a aussi été nommée
chevalier de la Légion d'honneur en 2006 en France. Bon, je reviens sur son enfance. Donc, elle a été élevée dans une famille de fermiers rurales, à la campagne. Elle était très travailleuse, elle était le bras droit de sa maman. Elle travaillait dans les champs, ramassait le petit bois, allait puiser de l'eau dans la rivière, allait au marché, faisait les courses, s'occupait de ses frères et sœurs. Et anecdote, petite parenthèse, anecdote, un jour, elle ramène une grosse cargaison d'haricots rouges à la maison, qui va permettre de nourrir la maison pendant plusieurs jours. Donc depuis l'enfance, elle a toujours été assez courageuse, meneuse, courageuse, voilà. Quelqu'un qui n'a pas peur et qui aime qui est généreuse et qui aime se sacrifier pour les autres. Et son père travaille aussi dur en tant que mécanicien sur la ferme d'un colon britannique. Ses grands-parents ont préservé avec fierté une tradition, la justice et l'honnêteté, qui a été transmis comme un héritage dès l'enfance. Ensuite, grâce à sa maman, elle va intégrer l'école primaire de Leeds Primary School, alors que très peu de filles y accèdent. Puis elle va faire ses études secondaires au couvent Loreto, un couvent italien, une école de filles de Limuru. En 1959, elle obtient son baccalauréat. En 1960, elle obtient une bourse Student Airlift Programme. Et cette bourse a été mise en place par Tom Boya en collaboration avec l'African American Student Foundation, donc une fondation africaine-américaine qui permettait à des Noirs africains ou à des Noirs, qui consistait à faciliter les études pour les Noirs américains ou Noirs africains qui venaient d'Afrique. Et qui permettait à des étudiants kenyans de terminer leurs études dans des universités étudiantes. Donc non, pardon, en fait c'était pour les Kenyans. Voilà. C'était pour les Africains du Kenya plus précisément, désolé. Je me suis trompée, tant pour moi. Après... Non, franchement, il y a beaucoup d'informations. Après, j'étais où? Donc oui, étant jeune, elle a eu plusieurs enseignantes, des religieuses catholiques, donc les sœurs italiennes de Consolato, et les sœurs irlandaises de Loreto. Je me suis trompée. Donc Loreto, c'est irlandaise. Et aux USA, de sœurs bénédictines de Mount Saint Scholastica College. Elles ont développé chez elles la curiosité et le goût des méthodes scientifiques. Et ces mêmes méthodes scientifiques l'aideront durant tout son parcours. Le recours à la pensée critique, l'écoute et l'analyse sans préjugés. Voilà. Donc je reviens sur son parcours. Ensuite, elle est partie en Allemagne où elle a obtenu un emploi à l'université de Munich. Puis elle a rejoint l'université de Nairobi pour travailler avec un médecin pour travailler dans la médecine vétérinaire en tant qu'assistante de recherche auprès du professeur Reinhold Hoffmann. Et en 1971, elle obtient son PhD doctorat. Et elle va enseigner l'anatomie vétérinaire et devenir doyenne de sa faculté. Bon, désolée, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait beaucoup de bugs. Ensuite, elle a aussi été membre de l'honoraire club de Rome.
Donc c'est comme ouais, c'est un club, hein. C'est comme, vous savez, les petites sociétés. Mais ça, c'est une société humanitaire, il me semble. Oui, c'est une société humanitaire internationale. Et donc plus précisément un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux, internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays préoccupés par des problèmes auxquels toutes les sociétés sont confrontées. Donc développement, écologie, tout ça, tout ça. Donc voilà, elle a fait partie de ce groupe. Pardon, non, je rappelle les thèmes. L'empreinte écologique, la gouvernance Internet, l'éthique de l'environnement, le changement climatique et le projet Desertec. Bon, il va falloir que je voie qu'est-ce que c'est, parce que je ne sais pas. Bon, je reviens sur sa biographie. Ensuite, un jour, on lui a demandé comment elle a eu l'idée de s'intéresser à l'environnement. Elle ne l'a pas découvert toute seule, mais elle y a été amenée suite à divers événements. Voilà ce qu'elle va répondre. Qu'à la base, elle n'était pas du tout destinée à travailler dans l'écologie, mais c'est plusieurs événements qui vont la guider vers ça. Donc en 1972, l'ONU organise la première conférence mondiale sur l'environnement à Stockholm, en Suède. Puis en 1973, le programme des Nations Unies pour l'entreprise UNEP est mis en place à Nairobi. Elle est invitée à faire partie du groupe. En 1975, la première conférence sur les femmes est organisée à Mexico par les Nations Unies, dans lequel elle a pu entendre les Kenyanes de zones rurales dresser la liste de leurs problèmes, et elle en conclut que la plupart de leurs difficultés sont liées à la dégradation de l'environnement. Elle trouve une solution concrète et facile à appliquer: planter des arbres. Cette idée lui est venue de sa propre expérience. Elle a grandi à la campagne, en pleine nature. Donc, selon elle, les avantages que les arbres pouvaient offrir sont donc les avantages, c'est de contenir l'érosion du sol, améliorer sa qualité, et qui permettrait de cultiver des aliments plus sains, se procurer du bois pour faire de la cuisine, se chauffer, faire du fourrage pour le bétail et de l'ombre. L'ombre qui permet de réguler les pluies, fournir un habitat pour les petits animaux. Le Green Belt Movement est viable surtout grâce au bénévolat. Donc à la base, ce sont des volontaires qui vont travailler dans son association, dans son groupe. À la base, c'est un système traditionnel. Les individus étaient imprégnés d'un sentiment profond de faire don à leur communauté en servant le bien commun. Wangari Maathai remarque que plus les gens se sont éloignés de la vie traditionnelle pour la vie moderne, moins ils ont été prêts à rendre service. Donc à cause de l'arrivée de la vie moderne, de la modernisation, les gens sont devenus de plus en plus égoïstes. Et malgré ça, elle a quand même réussi à trouver des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour le bien commun. Et c'est un déficit de valeur qui s'est répercuté à tous les niveaux de la société. Le gouvernement aussi fait preuve d'indifférence. Le public est étonné par cet engagement et soupçonne le groupe de vouloir se faire de l'argent facile.
obtenir du pouvoir ou des avantages. Même des opposants ne comprennent pas pourquoi un professeur qui fait partie de l'élite, donc Wangari Maathai, qui est éduqué de la société kenyane, se préoccupe de convaincre les femmes de la brousse de planter des arbres. Heureusement, elle est chanceuse, des personnes originaires d'Europe et des USA la contactent et proposent de soutenir financièrement le Green Belt Movement, faire quelque chose de positif pour l'environnement et les populations, car ils estiment que c'est un problème global qui concerne tout le monde. Donc je vais revenir sur ça après. Et donc désolée, je vous ai lu. J'ai lu mes notes, hein. C'est pour ça que ça faisait un peu brouillon, parce que j'ai lu mes notes et donc j'essaie de réinterpréter. Mince, pardon. Bon, je vais revenir sur son association, enfin sur son groupe après. Là, je reviens sur sa vie. Donc, elle meurt le 25 septembre 2011 à l'hôpital de Nairobi suite à un cancer. Et son corps est mis dans un cercueil confectionné en bambou et en fibre de jacinthe pour respecter la demande qu'elle avait faite à sa famille de ne pas couper un arbre pour fabriquer son cercueil. Alors, et le jour de la cérémonie, un arbre fut planté par ses enfants et ses petits-enfants en présence d'une centaine de personnes au Uhuru Park, parc de la liberté en Swahili, à Nairobi. Et anecdote, ce même parc a failli être détruit par l'ancien président kényan Daniel Arap Moi, qui voulait à la place construire un gratte-ciel. Et elle s'était imposée et elle avait contesté, enfin elle était contre son projet. Et grâce à elle, elle a réussi à dissuader le président de détruire ce parc. Voilà pourquoi ils ont tenu à lui rendre hommage dans ce parc. Ensuite, donc j'avais oublié de dire aussi qu'elle a étudié avec le père de Barack Obama. Oui, avec le père de Barack Obama, qui est kényan. Et donc, c'est vraiment marrant parce qu'en fait, elle a connu le père de Barack Obama dans les années 70, il me semble. Elle étudiait avec lui. Puis, en 2006, elle va le rencontrer dans ce même parc Uhuru de Nairobi pour la plantation d'un arbre. Et à ce moment-là, en 2006, Barack Obama est un sénateur. Il n'est pas encore élu président. Donc, ouais, il sera élu en 2008, donc ouais. Elle aura vécu 3 ans de plus en le voyant président, en gros. Bon, bref. Elle a été très proche de Kofi Annan aussi, ancien secrétaire des Nations Unies. À plusieurs reprises, elle a été mise en prison, mais pour des courtes durées, mais elle a quand même été mise en prison, car parfois elle n'hésitait pas à rivaliser avec des présidents, des hommes politiques, pour revendiquer des causes et tout. Et ça lui a mis des problèmes. Elle a même reçu des menaces de mort par rapport à certaines choses. Et donc elle a failli être destituée de son prix Nobel de la paix, car en 2003, elle a déclaré des propos sur le sida. Elle a dit que, en fait, le sida a été créé par un scientifique pour la guerre biologique. Pourquoi y a-t-il eu tant de secrets autour du sida?
quand on demande d'où provient ce virus, ça fait beaucoup de problèmes. Donc, je me pose des questions. Elle avait dit ça. Et donc, le siège de Washington, enfin les personnes qui travaillaient à Washington et qui lui avaient remis ce prix Nobel, étaient vraiment étonnés par ses propos et ils ont vraiment hésité à lui enlever son prix Nobel pour avoir dit... pour avoir osé dire que le sida était une maladie inventée. Pourtant, on sait très bien que c'est vrai. Enfin, pour ceux qui ont vu des documentaires, moi aussi j'ai été choquée, mais oui, apparemment c'est vraiment vrai. Sida et Ebola, le sida et Ebola, ce sont des maladies qui ont été créées pour exterminer une partie des peuples africains. Voilà. Il faudrait même que je cherche les liens pour les mettre en barre d'infos. Ensuite, elle est revenue sur ses propos. Elle a dit qu'ils avaient été mal interprétés et sortis de leur contexte. Et elle a nié le fait que ça a été inventé par un homme. Enfin, elle a préféré nier ce qu'elle a dit. Voilà. Donc, au cours de sa vie, elle a reçu plus de 50 honneurs, récompenses, distinctions et décorations pour ses actions. Plusieurs livres aussi ont été écrits à son hommage, dont un fameux livre que je suis en train de lire en ce moment, et que j'avais déjà emprunté, et qui se nomme Celle qui plantait les arbres, de... Désolée, celle qui plantait les arbres de elle-même, ouais, justement, ou de Wangari Maathai, donc. C'est une autobiographie qui a été traduite par Isabelle Taudière. Et grâce à cette autobiographie, elle a reçu le grand prix des lectrices par le magazine Elle. Donc, comme on le sait, le magazine Elle, c'est un magazine féministe et tout. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis un peu embrouillée là. Donc, elle était surnommée la femme des arbres, Woman Tree, la femme des arbres. J'essaie de voir si j'ai rien oublié, c'est chaud. Bon, là je vais revenir sur sa vie privée. Non, avant de revenir sur sa vie privée, je vais rajouter que elle a aussi dirigé la Croix-Rouge kenyane dans les années 1970 et toujours en combattant le régime autoritaire de l'ancien président Daniel Arap Moi. Et à plusieurs reprises aussi, elle sera blessée par les forces de sécurité lors des manifestations. Et oui, donc elle a connu à plusieurs reprises la prison aussi, ça j'avais dit. Et donc je vais vous mettre des liens, bientôt là, je vais vous mettre des liens de vidéos dans lesquelles elle a expliqué tout ce qu'ils ont dû affronter pour pouvoir mettre en place leur projet. Une vidéo sur ça, une autre vidéo aussi sur sûrement sur ce qu'elle a dit pour sa remise du prix Nobel de la paix, et sur une autre vidéo aussi sur l'environnement. Voilà, je vais essayer de mettre plusieurs liens. On verra si j'aurai pas des problèmes de droit d'auteur. Ensuite, je reviens sur sa vie privée. Donc, elle a été en couple avec Maathai.
Et ils vont divorcer en 1978. Et son mari affirmait qu'elle était... Enfin, il lui reprochait d'être trop instruite, trop forte, trop brillante et trop têtue et trop difficile à contrôler. Donc voilà, c'est vraiment marrant, non mais vraiment. C'était vraiment une femme hors du commun et qui n'avait pas peur de s'imposer, qui était à la fois généreuse et aussi qui avait un fort caractère. Et donc il y a un autre livre aussi que j'ai lu et qui fait partie de mes sources, c'est Réparer la Terre, qui a été publié en janvier 2012 et qui a été écrit par Héloïse Ormesson en France. Donc Réparer la Terre, Replenishing the Earth, que j'ai lu mais que j'ai pas terminé, faudrait que je remprunte, dans lequel elle expose les valeurs fondamentales du mouvement de la ceinture verte. Et donc, là je vais vous lire quelques passages, quelques notes que j'avais prises de ce livre. Oui, bon voilà, ça commence là. Donc, elle a commencé, Wangari Maathai a commencé son travail pour le développement durable en 1977, à l'âge de 37 ans. Et donc, je rappelle que le développement durable, c'est la lutte contre le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources. Donc, les 4 valeurs fondamentales du mouvement Green Belt sont l'amour de l'environnement, la reconnaissance et le respect des ressources de la Terre, l'autonomisation et le perfectionnement, puis l'esprit de service et d'entraide. Donc là, maintenant, je vais donner un peu plus de détails sur ces 4 valeurs. Donc la première, l'amour de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment les valeurs que les personnes qui faisaient partie de ce groupe appliquaient. Donc le premier, c'était à travers le style de vie, faire des actions positives sur la terre, planter des arbres, assurer leur survie, soigner ceux déjà existants, protéger les animaux, leur habitat, protéger les sols et être attentif à la terre et à l'environnement. Numéro 2, reconnaissance et respect des ressources de la terre. Valoriser ce que la terre nous offre et par conséquent ne pas gaspiller. Et ils appliquaient la règle des 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Et au Japon aussi, ils ont un concept similaire qui s'appelle le Montainai. Donc la 3e valeur, c'est l'autonomisation et le perfectionnement. Améliorer ses conditions de vie à travers l'autosuffisance, renoncer aux penchants autodestructeurs, par exemple les addictions, un gros problème que nous on a en ce moment. Comprendre que le pouvoir de changer et la force intérieure se trouvent en soi. 4e valeur, esprit de service et d'entraide. La base du travail, employer son temps, son énergie et ses ressources à rendre service sans rien attendre en retour, accomplir sa part dans l'intérêt du bien commun. Donc, l'engagement du mouvement, c'est d'incarner la justice, l'équité et la responsabilité. Sa marque de fabrique, la marque de fabrique du groupe, c'est la persistance. Et donc, Wangari Maathai a dit que la crise écologique est une crise à la fois physique et spirituelle. Et donc, je rappelle que ce groupe a été lancé suite au Conseil national des femmes du Kenya. Et donc, les critères de comportement aussi sont l'honnêteté, le labeur, le travail,
la transparence et la responsabilité. Donc aussi, au début, ce sont les volontaires qui veulent participer au bien commun. Les participants doivent examiner les raisons pour lesquelles l'environnement s'est dégradé et le rôle que la communauté a joué. Donc, les activités du Green Belt Movement sont de tenir les pépinières, transplantation des graines, restauration des paysages et des forêts locales, collecter les eaux de pluie, cultiver les champs en terrasse pour contenir l'érosion des sols, plantation de cultures vivrières dans leur jardin, améliorer la sécurité alimentaire de leur foyer, construction et entretien de barrages de sable traditionnels, assurer l'approvisionnement en eau pendant les saisons sèches. Oui, donc voilà, là je vais m'arrêter. Sinon, au niveau religion, elle ne pratiquait... Enfin, même si elle a été très... elle a été entourée de beaucoup de personnes chrétiennes catholiques, mais elle n'a suivi aucune religion. Voilà. Elle croyait en la spiritualité, mais... comment dire? Oui. Donc, elle croyait plus... Enfin, elle croyait en Dieu, à la spiritualité, mais elle ne voulait pas suivre de religion. Elle estimait qu'on pouvait... que les êtres humains pouvaient eux-mêmes être guidés par les choix et par leurs propres croyances, par leur propre destin. Et d'ailleurs, son destin, il est vraiment intéressant. Donc je crois, ça va être une première biographie, mais je vais refaire une autre biographie plus complète, parce que celle-là, elle est un peu trop rapide, je trouve. Il y a tellement de choses à dire. Voilà. Et il y a beaucoup de choses dans sa vie. Un jour, j'avais fait une autre vidéo aussi, dans laquelle je vous avais dit que quand elle était partie en Amérique, elle avait même participé à une conférence du groupe Nation of Islam. Et oui. Et bon, c'est vraiment intéressant. Vraiment, elle a vécu quand même pas mal de choses. Donc, il faudrait carrément que je refasse une autre vidéo. Donc ça, c'est une vidéo rapide. Hein. Désolée. Je vous présente juste les choses les plus importantes. Pardon. Et donc là, je vais terminer. Sinon, au-delà de son pays natal, Wangari Maathai avait étendu son combat pour l'environnement à toute l'Afrique, à travers toute l'Afrique. Pendant ces dernières années, elle s'était investie dans la sauvegarde de la forêt du bassin du Congo, en Afrique centrale, qui est le deuxième massif forestier tropical au monde, après l'Amazonie, il me semble, en Amérique du Sud. Donc, en tout, il lui aura fallu 15 ans pour que le Green Belt Movement puisse planter près de 40 millions d'arbres à travers le continent. Voilà. Et donc je vais terminer par une citation vraiment poignante et qui nous pousse à la réflexion, surtout quand on voit tout ce qui se passe en ce moment à travers le monde au niveau écologique. Donc, comme vous le savez, il y a eu des grosses inondations au Texas, à Houston. Donc voilà. Et donc je vais vous dire la citation, ça j'en reparlerai une autre fois, je vais vous dire la citation, c'est « Si nous ne décidons pas d'enclencher ce processus de guérison, la planète pourrait à son tour ne plus prendre soin de nous. » Donc voilà. Donc en gros, si on ne met pas très rapidement en place des projets pour limiter les dégâts et pour prendre soin de la Terre, petit à petit, c'est la Terre à son tour, enfin si on délaisse la Terre, petit à petit, c'est la Terre à son tour qui va nous délaisser.
Voilà, et ne plus prendre soin de nous. Voilà ce qu'elle a dit. Merci d'avoir pris le temps de prendre ma vidéo. J'essaierai de rajouter des choses. Merci. 2004 Nobel Peace Laureate Professor Wangari Maathai. The story reads almost like fiction. How could one woman have stirred so much controversy, braved so much brutality, and yet still managed to accomplish so much? Educated in the United States under the 1960s Kennedy airlifts, Maathai got her degree in biology from Mount Scholastica College in Kansas and her master's degree at the University of Pittsburgh. Professor Maathai returned to Kenya in 1969, where she joined the University of Nairobi as an assistant lecturer while still pursuing her studies. In 1971, she became the first woman in East and Central Africa to earn a doctorate, and later, in 1974, was the first woman to head a department at the university and become an associate professor. She founded the Green Belt movement in the mid-70s, and the organization was instrumental in planting millions of trees nationwide. Her clamor for a greener country, a greener continent, and a greener world saw her challenge the powers that be at different points in time. Professor Maathai remained largely unknown until she became a household name in 1989 when she opposed plans by the then ruling party KANU to build a 60-story Kenya Times Media Trust complex at Uhuru Park. Maathai spearheaded a campaign to stop the project by writing protest letters to different government UN offices as well as the British High Commissioner. When the letters failed to block the skyscraper plan, Maathai went to court to challenge the construction, again in vain. However, with media attention, her protest led the foreign investors involved to cancel the plan in 1990. In the 90s, she once again took head-on powerful forces, including influential political and business leaders who had demarcated part of the Karura forest and earmarked it for construction of houses. For her troubles, a group of hired security guards descended on her entourage with whips and other crude implements, leaving her with a head injury. However, she stepped up her position to the project, and developers were forced to abandon the project owing to negative publicity elicited by the hullabaloo. She once again made headlines when she barricaded herself in her house, alleging an assassination plot. Police surrounded her house for 3 days before cutting through bars she had installed on her windows and arresting her. She was later released on bail after being taken to court. It was then that Maathai used her momentary freedom to lead mothers of political prisoners in a hunger strike at the corner in Uhuru Park. Later, Maathai joined politics. However, her political star did not shine as bright as she would have wanted. After several failed attempts to vie for parliamentary and at one time presidential positions, in 2002 she won the Tetu constituency election with 98% of the vote. Later in 2003, she was appointed Assistant Minister for the Environment, even though many expected she would be given a full ministerial position. She failed to recapture the Tetu seat in 2007. Nonetheless, Professor Wangari Maathai is a celebrated icon the world over. She is decorated with over 50 reputable international awards, including the Nobel Peace Prize in 2004, the Earth Hall of Fame in 2009 and 2010, and being voted among the 100 most influential persons in the world by the Time and Forbes magazines. Locally, she was awarded Elder of the Golden Heart, Elder of the Burning Spear, and Milele Achievement Award. Wangari Maathai was a woman ahead of her time, having started pushing for environmental conservation when the world's attention was focused elsewhere, unaware of the threat posed by environmental degradation. Green, the color that is almost synonymous to the name Wangari Maathai.
she truly remains an icon. Betty Kello, KTN Prime. So, so, um, what do you think it is about humans that have caused us to be destructive towards the environment? Human beings do not destroy the environment deliberately and consciously. There are very few of us who go out there and maliciously want to harm the trees, want to harm marine life, want to destroy the very essence that sustains our own life. What is wrong with us human beings is that so many of us are ignorant about how the environment gets destroyed. So many of us do not make the linkages between our activities and what we do to the environment. And just to give a few examples, in my own part of the world, I keep telling people, let us not cut trees irresponsibly. Let us not destroy, especially the forested mountains. Let's not interfere with the ecological systems in these mountains because they are playing a very important part of our life. They are responsible for our survival. Because if you destroy the forests on these mountains, the rivers will stop flowing and the rains will become irregular and the crops will fail and you will die of hunger and starvation. Now the problem is people don't make those linkages. They don't see how cutting trees in the forest will eventually make them die of hunger and starvation. When we are driving our cars, especially in the highly developed countries, or we are consuming resources because they are available, either within our borders or we can buy them wherever they are because we have the capital to do so, we have the ability to do so, we do not quite realize that as we drive our cars in a very inefficient way, throwing tons of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere, we don't think that that gas is going to interfere with the ice in the polar regions. We don't think that some of the pollutants that come out of our factories and our domestic appliances are eventually going to get into the water and into the plants and into the animals and foods that we eat. We don't think of the food chain and how we actually depend on each other, that we eat plants, we eat animals, and when we die, we are recycled also, and we are used by them. We just recycle everything, including ourselves. We don't think about that. So I would say that one of the most important things that we need to do for ourselves is to inform ourselves. That is why I recommend very much, and I commend very much, what people like the Vice President Ango are doing with the film, The Inconvenient Truth, giving us information. That is why it is so important to listen to what our local environmental groups tell us, because what our local papers tell us, what our friends tell us, because that information will help us to change our mindset, to change our lifestyle, even in small ways. You don't have to do big things. You can do little things, like what I do, plant trees. But if there are many people planting trees, if there are many people trying to cut down on the emissions of greenhouse gases, if there are many people protecting our ecological systems, then eventually all these little actions accumulate and they make a positive impact on our environment.
In our language, we don't have a word for desert because we never saw. Our land was always covered with forest and trees and vegetation. I love the trees. I love the color. And to me, they represent life and they represent hope. Once you plant them, they grow up, they grow taller than yourself, they speak to you, they give you shade, they give you a sense of satisfaction. I think it is the green color. I tell people, I think heaven is green. Starting the small tree nursery in her backyard, Wangari Maathai launched Kenya's Greenbelt movement in 1977, a grassroots tree planting organisation composed primarily of women. Her green Kenya was becoming brown and dusty, and Greenbelt was her personal commitment to doing something about it. The issues around women actually made me conceive the idea that I could plant trees with the women in the rural areas, mainly to provide them with energy, give them food, especially fruits, also give them building and fencing materials, and protect the land from soil erosion, and generally to encourage Kenyans about the need to protect the environment. Kenya's forest cover has shrunk to just 2% of the land surface. There would have been even fewer trees if the movement had not planted over 20 million trees. But a green Kenya did always suit the interests of the ruling KANU party, led by President Daniel Arap Moi. In 1989, we objected very strongly and very actively to the suggestion and that the ruling party, KANU, would build a skyscraper in Uhuru Park, which would have meant losing one of the very few open spaces left in Nairobi. And that was outrageous. And we objected to it. We went to court. We lost the case. But I must say we won the war because the public was on our side. And although it was at a time when the ruling party was very powerful and the president had become a full-time dictator, we were able to win. Harassment at home, the host country of the UN's own environment program, made her an international figure, even being invited by the UN to join a BBC televised 1982 panel debate marking the 10th anniversary of the first Earth Summit in Stockholm. They would accuse us of building up armaments. The government became very unhappy with us. And that is how eventually we had to physically fight to force ourselves into the forest to plant trees and replace the ones that had been cut. Elements in the government did even hire rogues and vagabonds to actually attack us while we were still in the forest. And in some cases, it was a very violent attack and we almost lost our lives. So it was not a joke. And a high water mark in international recognition came in 1991, when Wangari was awarded the Goldman Environmental Prize. This recognition by Goldman Environment Prize was almost like a cover around us. It provided us with a protective shield because the government recognized that somebody from very far in the United States of America recognized this work. Hello and welcome back to One on One. We're talking with the 2004 Nobel Peace Laureate, Dr. Wangari Maathai of the Green Belt Movement. It's an honor to be talking with you and going through your life and learning about the things that shaped you. Now, we talked about your life in Africa and the fact you, through a little help, you got into education. Tell me about how you ended up in America and what President Kennedy had to do with this. JFK. It's very interesting because at about that time, Kennedy was trying to become the future President of the United States. So he had some politicians around him, people like Andrew Young, people like Martin Luther King, I'm quite sure people like Thurgood Marshall, who later helped us
write our constitution in Kenya, and many others like him. And back home in Kenya, there were politicians like Tom Mboya, people like Oginga Odinga, Dr. Keano, and such people who were very keen to prepare Kenya as it was about to become independent in 1963. And now this is 1969, towards the end. And so Kennedy decides that, with these politicians, that one way to help the newly emerging African nations is to send young Africans to America to study in their colleges. And so I find myself at the right time, at the right place, and I'm uplifted with some slow-moving aircraft by comparison to what we are using today. And I go to a small college in Atchison, Kansas, Mount St. Scholastica, managed by Benedictine nuns. And that's where I spent some of the most wonderful 4 years of my life. Interestingly enough, you arrived there as the civil rights movement was going through its kind of realization, and you noticed some interesting things, I gather. Yeah, and it's very interesting because when you live in a country like Kenya, which was actually under some form of apartheid system, you are young, you are not fully understanding what the colonial system has put in place for you and where it has put you in society. So as much as we were living under a very discriminatory system in Kenya, I get to the States and I can hardly believe what I'm seeing. And I was very inspired by people like Martin Luther King and the people around him like Jesse Jackson and Andrew Young, who were at that time in the forefront fighting for civil rights. And I was amazed to realize how oppressive the American system was. Because for many of us back in Kenya, we were really taught, perhaps by the British, knowing very well that we were very close, we were not sufficiently exposed to the life in America or to the life of slave trade. We really did not understand that whole system. And it amazes me now, in retrospect, to see how people can hide your history and can give you a complete blackout on who you are and what your people have gone through. What you saw in America, though, I've heard you say in the past talks, things like, a black person going into a restaurant and having ketchup thrown at them, or... It was amazing to see these people going in. I had a little bit a brush with it when we arrived, and as we were traveling to Kansas from New York, when we tried to have a drink in a small cafe and they wouldn't serve us. But that was nothing compared to what I was to see later. Black people going into restaurants and literally having ketchup poured on them, food poured on them, being thrown out of those cafes and restaurants, having dogs unleashed on them simply because they were trying to be Americans. And considering that this is the country of the dream, this is where everybody wants to be, I think that for me it was very surprising and amazing. But fortunately, I had a very wonderful environment. In that college, I was very well protected. I was not shielded, but I was protected in terms of actually going out and getting hurt. But it really gave me a new opening and a new understanding of human rights, so that when I go back home to Kenya, I become a very strong human rights advocate. Now, around that time, 1969, you got married. And then in the 1980s, you got divorced. And that was a bit of a tangle because your husband said you were too strong a woman. Well, I think that my husband, poor thing, I think that he was very much, he was a good man. But it is always very difficult sometimes when there are barriers you are breaking. The people that you are with sometimes find it very difficult to accommodate those barriers. They have pressure from their families, they have pressure from their contemporaries, and they can't understand what this woman is trying to be. So people started saying that I was a white woman in a black skin. Now that contrast, honest, was a little much. And yet all I was trying to be was a useful citizen. Now that I had acquired knowledge and skills from America, I wanted to use it. I wanted to be an effective person in my country.